Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico Wild pour une nouvelle vidéo. C'est l'été, donc quoi de mieux que se rafraîchir en parlant de la mer. Et vu que j'habite hyper loin de la mer, à mon plus grand désarroi, je ne peux me réfugier qu'à partir de mon écran de PC et des jeux vidéo qu'il peut me montrer. Et parmi mes préférés figurent des jeux de plongée sous-marine, dont j'ai bien évidemment eu envie de parler. Alors au début, je voulais me focaliser sur un seul d'entre eux, mais il y a eu panne d'inspi, donc j'ai mis en pause. Et puis je me suis demandé, mais depuis quand existent les jeux de plongée et comment ils ont évolué depuis leur origine. C'est finalement ça que je vous propose de faire aujourd'hui. Enfilez donc vos palmes et votre masque et plongez avec moi dans l'histoire des jeux de plongée sous-marine. Restez bien jusqu'au générique, il y aura une petite annonce à la fin. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un jeu de plongée? Oui, définir c'est important. De prime abord, on serait amené à dire qu'un jeu de plongée, c'est un jeu où on est dans l'eau. Et si on prend cette définition, alors là, on peut dire que tous les jeux de plateforme, et je ne sais combien d'autres genres encore, sont des jeux de plongée à un moment donné. De Octopus sur Game & Watch à Cult of the Lamb, en passant par tous les jeux où on est amené à faire un niveau aquatique, tous les Mario, Banjo et Kazooie, Tomb Raider, même Minecraft peut porter ce titre de jeu de plongée si on prend juste cette définition. En tout cas, quand j'y joue, ça devient le cas. Mais non, ce critère ne suffit pas. Parce qu'on ne peut clairement pas mettre Animal Crossing au même niveau que les jeux abordés dans cette vidéo. On peut considérer comme jeu de plongée tout jeu dont le cœur de gameplay se passe sous l'eau et dans lequel on est obligé de retourner pour avancer. Alors on progresse, mais ça reste toujours un peu vague et ça serait considéré École Dauphin et Deep.io comme des jeux de plongée. Et bien que ce soit discutable dans certains cas, ça ne convient pas vraiment non plus. Je vais donc ajouter un dernier élément qui va nous permettre d'avancer correctement. Il faut qu'on y incarne un plongeur, utilisant des bouteilles de plongée, bien que c'est pas obligatoire. Cela permet de ne pas passer sa vie sous l'eau et de remonter de temps en temps, ce qui peut agir comme une limitation nécessaire ou une particularité de gameplay très importante. Vous savez, pour pas vous noyer entre autres. Et voilà, là on est bon, on peut enfin commencer. Alors, pas tout à fait, puisque je vais parler d'un dernier truc, relativement important quand on veut parler marin dans un média. Et c'est ce que l'océan représente pour nous et évoque chez les gens. On peut séparer ça en deux visions, assez différentes mais pas antagonistes, et qui seront la base de la construction de l'univers du jeu. Quand on pense à l'océan, on pense à une grande étendue bleue, sans horizon ni point de repère, donc un environnement un peu inquiétant, surtout si on regarde en dessous, où le sol est si loin qu'on ne peut pas le voir. C'est un milieu auquel on n'est pas adapté, où on perd nos repères, et dans lequel on se sent petit et vulnérable contre peu importe ce qui rôde dans les profondeurs. Mais en même temps, et une fois le dépaysement passé, c'est un grand environnement fascinant et inconnu, rempli de mystères, d'espèces inconnues et autres merveilles que l'on veut découvrir. Il y a enfin un côté poétique, apaisant et spectaculaire dans l'océan qui n'est pas non plus à négliger. Alors pour cette vidéo, j'ai fait une liste chronologique des jeux de plongée sous-marine à partir de Wikipédia, et de quelques-uns dont je me souvenais et qui étaient, selon moi ou un ami, importants. Alors petit aparté, je m'attendais pas à ce que Wikipédia me donne une liste, mais j'en suis pourtant pas surpris du tout. Bref, le premier vrai jeu de plongée est Name This Game and Win $10,000, sorti sur Atari 2600 en 1982. On y incarne un plongeur qui devait défendre un trésor contre une pieuvre et un grand blanc. Alors pourquoi ce nom? Eh bien parce que US Games, un organisme américain, a décidé de faire passer un concours pour lui donner un nom avec $10,000 en récompense. Malheureusement, l'organisme a fermé avant de donner les résultats. Pour la postérité, en 1994, Digital Press a refait un concours pour lui donner un nom. Sans prier la clé cette fois. Et le meilleur a été Going Under, par Russ Perry Jr., qui fait référence au contenu du jeu, mais aussi à celui de son publieur, qui lui aussi a coulé. Pendant le reste des années 80 et 90,
La plupart des jeux sont assez oubliables et se ressemblent un peu tous, consistant souvent à aller chercher des trésors sous-marins ou d'exterminer la faune locale à coups de fusil harpon, souvent avec une profondeur de gameplay très réduite et sans grande histoire qui l'accompagne. Mais tout cela est sur le point de changer. L'entrée dans les années 2000 vont marquer la vraie période d'essor pour ces jeux, puisque c'est entre 2001 et 2009 que le terme de jeu de plongée a acquis son synonyme d'exception. Mais comment cela est arrivé? Grâce à seulement 4 jeux. 4 jeux qui n'ont été qu'un escalier dans la qualité, tous développés par une seule société, Arika. Arika est une entreprise de développement japonaise fondée en 1995 par Akira Ouais, sympa l'anagramme. Nishitani. Cet homme était un ancien employé de chez Capcom, qui a notamment été concepteur sur la légende vidéoludique qu'est Street Fighter 2 The World Warrior. La société Arika a su se faire un nom dans le milieu du jeu vidéo en développant de gros titres comme la série des Street Fighter X, premier jeu 3D de la saga, de nombreux jeux Tetris comme les différents Grandmasters ou le plus récent Tetris 99, le Tetris Battle Royale de la Switch, plusieurs Dr Mario comme Miracle Cure en 2015 ou Dr Luigi en 2013, Pac-Man 99 et Super Mario 35, deux autres Battle Royale, et ils sont actuellement développeurs des jeux Tekken 7 et 8. La société n'est donc pas encore morte. De l'espoir peut-être? Te fais pas d'illusions. Mais outre les jeux de grandes sagas Capcom, Nintendo ou Bandai Namco, Arika a pu s'essayer à créer ses propres licences. Et parmi toutes celles qu'ils ont faites, seules 2 ont réellement connu du succès. Celles sur leur jeu de plongée. Tout commence en 2001, où Arika sort Everblue sur PS2. Dans ce jeu, on y incarne un plongeur qui pour une fois a un prénom, wouh, et qui s'appelle donc Léo. Léo est un chasseur de trésors et photographe animalier qui doit effectuer des missions pour avancer. C'est un jeu pas mal du tout, avec une sorte de hub, avec tout ce qui est utile dans la ville, et un inventaire rempli de tout ce dont vous aurez besoin, une fois sous l'eau, pour explorer ou vous défendre contre les prédateurs. Le jeu est assez mal reçu par la critique, avec une moyenne tournant autour des 3 sur 10. L'année suivante, le jeu aura le droit à une suite sur la même console, Everblue 2, qui, comme la bonne suite qu'il est, reprend le concept du 1 et étend à mort dessus. Et faut croire que ça a marché, car ce jeu-là s'en sort beaucoup mieux que son prédécesseur, notamment par son ambiance et par l'univers qui y est établi, même s'il reste très lent. Bon, ça reste du 6 sur 10, mais on apprécie l'effort. On retrouve Léo qui explore cette fois-ci les Caraïbes de son monde avant que son bateau ne fasse naufrage suite à une tempête. Là, lui et ses amis rencontrent un groupe de plongeurs appelés les Amigos, et c'est à leur côté que Léo devra affronter une compagnie mal intentionnée appelée Sidros, et trouver avant eux l'Erebos, un trésor au puissant pouvoir. Durant votre aventure, vous explorerez différentes structures coulées et gagnerez de l'argent avec ce que vous y trouverez, ce qui vous permettra d'acheter du meilleur équipement. Bon, spoiler d'il y a 20 ans, mais on finit par remettre le trésor à sa place, l'océan se calme, et Léo est accueilli en héros. Mais ce n'est peut-être que le début de ses aventures. Eh ben, il faut croire que non, puisqu'il n'y a jamais eu d'Everblue 3, alors que l'univers était déjà pas mal établi. Et la série a commencé à tomber aux oubliettes, et Arika est passé à autre chose. Il faut croire qu'ils avaient encore quelques idées sur le concept, mais au vu des échecs de ces jeux, c'est pas Capcom qui allait donner le feu vert. Et soudain, Nintendo voulait un jeu de plongée pour leur nouvelle console de salon, la Wii. Et c'est vers Arika, qui a déjà produit des jeux pour Nintendo, qu'ils se sont tournés. Et c'est de cet accord qu'est né, plus ou moins objectivement, le meilleur jeu de plongée de tous les temps. Let your arms enfold us. Endless Ocean est un jeu de plongée sorti en 2007, considéré comme la suite spirituelle d'Everblue. On y incarne, vous devrez vous en douter maintenant, un plongeur parti explorer la mer de Manorai, un archipel du Pacifique Sud. Avec l'aide de votre assistante appelée Catherine Sunday, vous explorerez cette mer de fond en comble et découvrirez de nombreuses espèces animales qui la peuplent.
Le scénario n'intervient que très tard dans le jeu et consiste simplement à prouver l'existence d'une espèce de baleine appelée la mer Blanche, une légende de la culture locale et sujet de recherche du père de Catherine, malheureusement décédé depuis. Ce jeu est fou, et non seulement j'en ai déjà parlé à la fin de cette vidéo, ici, mais je vais en plus dédier plusieurs vidéos dessus, ainsi que sa suite. Car oui, 2 ans plus tard, en 2009, sort la suite connue sous le nom d'Endless Ocean 2, Aventurier des fonds marins. Comme pour Everblue, ce jeu est juste le 1, mais en beaucoup mieux. On y incarne un plongeur, différent du premier, qui cette fois va suivre le scénario consistant à honorer la mémoire de Mathias Louvier et de résoudre le mystère de la chanson des dragons, censé cacher le trésor des Orkéanides, une ancienne civilisation. Accompagné de la fille de Mathias, Océana, de son père Jean-Éric ainsi que d'autres personnages, vous devrez explorer les différentes mers et un fleuve du monde à la recherche d'indices, de trésors et de différentes espèces animales qui peuplent ces environnements. Les deux Endless Ocean ont des notes assez similaires, autour des 8 ou 9 sur 10. Mais ils ont aussi touché profondément ceux qui l'ont vu ou y ont joué. Et c'est comme ça qu'ils se sont hissés comme meilleurs jeux de plongée qui existent. Du moins dans le cœur des joueurs. Mais depuis 2009, plus rien. Arika et Nintendo ont dû passer à autre chose, en témoigne Dive, The Medes Island Secret, sorti sur WiiWare en 2010. Un jeu de plongée sur un plan, avec des graphismes pas ouf. Ouais, il y a tout un monde. On note juste vite fait l'existence de Fishdom H2O Hidden Odyssey, qui est un jeu particulièrement mauvais où le but est de construire un aquarium et de chercher des trucs dans la mer, sous couvert d'un scénario des plus basiques. Ah ouais, ça a bien chuté. Ouais, t'as vu? C'est triste, mais t'inquiète pas, ça va bientôt remonter. Si le début des années 2010 ont été particulièrement vides, leurs milieux ont marqué un sacré tournant dans le jeu vidéo de plongée, puisque c'est à cette époque, après un jeu OZEF sur Wii, que les développeurs de jeux vidéo vont se focaliser sur l'autre aspect que l'on s'imagine quand on parle de plongée, la peur et le danger d'un milieu qui nous est étranger. L'année que je veux aborder et celle pendant laquelle le plus grand nombre de jeux de plongée sont sortis est 2014. Combien? 3. C'est tout? Mais comme les jeux de plongée sont pas super populaires comparés aux nombreux autres milliards de concepts qui existent dans le jeu vidéo, ben 3 c'est déjà pas mal. Le premier jeu de plongée en FPS est sorti cette année, Depth. Depth est un classe FPS, comme Team Fortress 2, qui oppose les plongeurs équipés de harpons et autres équipements à la recherche de trésors à des requins qui, eux, se servent de la force brute et de capacités débloquées en tuant les plongeurs. Il existe 3 modes de jeu, escorte de submersible, team contre team et Megalodon Hunt, un mégalodon contre 5 plongeurs. Bon, le jeu est considéré comme bof et assez vite tombé aux oubliettes. Les 2 autres jeux de 2014 surfent sur la mode des années 2010, les jeux de survie, que j'aime pas mal d'ailleurs, lancés par le succès du légendaire Minecraft de 2011. Les développeurs de jeux vidéo vont s'engouffrer dans ça, et c'est ainsi que naquirent Stranded Deep et Raft. Mais de 1, ce ne sont pas des jeux de plongée, du moins à proprement parler, et de 2, ils sont disponibles depuis 2015 et 2018 respectivement. Donc, non, c'est pas de eux que je voulais parler. Non, le vrai premier jeu de survie en plongée est Farsky. Connu en France grâce à Fanta, on y incarne un plongeur, ouais vous deviez être habitué maintenant, coincé sous l'eau suite à un naufrage de son sous-marin, et se réfugiant dans une base sous-marine. En tant que jeu de survie, vous devez miner, récolter, développer votre base, puis reconstruire votre sous-marin afin de rejoindre la surface. Il va falloir lutter contre les requins et autres créatures marines, en plus de la noyade, élément central caractéristique des jeux de survie en plongée. Ce jeu est plus connu en France et en Amérique latine qu'aux États-Unis, ce qui peut expliquer qu'il soit relativement passé inaperçu. Ça est l'autre jeu de survie en plongée de 2014. Si Farsky est le pionnier du genre, le dernier jeu de cette année a su étendre et perfectionner le concept et devenir une célébrité auprès du public. Et Raymond, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Oui, c'est difficile, voire impossible, de ne pas aborder le succès planétaire
qu'est Subnautica. Bon, le gars fait un peu tâche dans la liste puisque la particularité du jeu comparé à ses prédécesseurs et même ceux qui suivront, c'est qu'il ne se passe pas sur Terre mais une planète très loin. Et que donc la faune et la flore sont complètement inventées. Certains aiment pas, mais bon, c'est comme ça. Et dans un sens, c'est mieux, au moins ils donnent pas une image négative des requins ou autres. Ouais, mais il donne la thalassophobie avec des trucs qui n'existent pas, donc bon, je sais pas si c'est vraiment mieux. Bref, naufragé sur une planète intégralement recouverte d'eau, à la faune aquatique hostile, vous devez survivre, créer votre base, découvrir ce qui se passe sur cette planète et réussir à la quitter. Ce jeu a été acclamé par le public, la critique et les joueurs, avec une moyenne de notes de globalement 9 sur 10. Loué pour son écoute de la communauté, pendant son early access, son atmosphère unique, stressante et magnifique à la fois, ou encore son scénario. Et oui, surtout parce que le jeu fait flipper et que ça, c'est bon pour YouTube. Oh, c'est quoi ça? What the fuck? Je pourrais m'étendre dessus, mais j'ai pas le temps ni réellement l'envie. Et en plus, jeuxvideo.com et The Great Review ont déjà fait des vidéos excellentes dessus. Je vous invite donc à aller les visionner. Prochain jeu, 2016. Et il faut croire qu'après 2014, tout le côté la mer est effrayante s'est un peu calmé et les développeurs du bien nommé studio Giant Squid ont voulu revenir du côté spectaculaire et apaisant de l'océan. Le créateur du studio, Matt Nava, n'est pas un inconnu puisqu'il était directeur artistique de la société That Game Company, qui n'a donc bossé que sur 4 jeux avant, mais quels jeux! Des icônes comme Flow, Flower, Journey et Sky Children of the Light. Avec un palmarès pareil, le premier jeu de Giant Squid Studio ne pouvait être qu'une œuvre d'art, ce qu'il a été. Je vous parle ici d'Abzu, contraction des mots sumériens Ab signifiant océan et Zu signifiant savoir, le titre signifie donc océan de sagesse. En plus d'être une référence à Abzu, dieu de l'océan cosmique dans la mythologie sumérienne. On y incarne un plongeur, bah oui, il faut suivre, qui se réveille en plein milieu de nulle part après une cinématique intrigante. On explore ensuite différents environnements, découvre des secrets cachés, passe par des moments forts et se termine sur une phase spectaculaire haute en couleurs. Aux côtés des Endless Ocean et de Subnautica, Abzu est considéré comme l'un des meilleurs jeux de plongée existants. Et clairement, il y en a des choses à dire dessus, et c'est pour ça que je réserve ça pour un autre jour. Vint ensuite 2020 et Beyond Blue. Ce jeu basé sur Blue Planet de la BBC, si je vous jure, essaye de revenir sur les traces des jeux d'Arika, construisant son histoire sur celle d'une scientifique, étudiant les cachalots et réactualisant le message sur la protection des environnements marins, notamment abyssaux, menacés par des activités humaines illégales. Le jeu joue sur 2 plans pour raconter son histoire, celui de l'environnement et des missions sur le terrain, le jour, dans lequel on plonge et répertorie les espèces du coin, tout en suivant une jeune cachalot dans son développement, et celui de la vie de la protagoniste avec ses problèmes de famille, la nuit. Bon, perso, j'en ai un peu rien à cirer, mais bon. C'est un jeu qui se base aussi énormément sur l'éducation, notamment avec les commentaires de biologistes marins de l'aquarium de la baie de Monterey, disponibles directement en jeu. Au final, Beyond Blue est celui de ce que je nomme la Triforce de la mer, qui a été le moins bien apprécié avec des notes tournant autour de 7 sur 10. Mais ça n'empêchait pas certains de dire des trucs genre Beyond Blue, enfin un Endless Ocean 3. C'est vrai? Non. L'année suivante, on a le retour d'une saga de jeux marquante dans la plongée et... Oh non. Et si. La suite de Subnautica, Subnautica Below Zero, est sortie en 2021 et on suit un autre personnage, elle aussi naufragée, mais cette fois-ci au pôle gelé de la planète. Se rajoute donc la gestion de la température, des phases plus terrestres, des créatures toujours aussi stressantes et une histoire tout aussi prenante qui étend le lore. Le jeu a, comme son prédécesseur, été acclamé par la critique avec une moyenne de notes de 8 sur 10. Eh, c'est moins bien que le 1, c'est honteux. Et on termine avec 2022 et Silt. Silt est un jeu d'aventure sous-marine surréaliste dont la direction artistique se rapproche de celle de Tim Burton, tout en noir et blanc avec un aspect horrifique et des gros coups de crayon sur les designs. Explorant les abysses, vous devez vous échapper des ruines mécaniques
sans vous faire attraper par les très nombreux prédateurs. Pour résoudre les nombreuses énigmes sur votre route, vous pourrez prendre possession des animaux qui vous entourent et utiliser leurs capacités pour vous débloquer. Et voilà, on est bon! Oh, attends, et le dernier là. Ah oui, mince, Subrov. Ben, c'est un peu une limite pour ce qui est jeu de plongée, parce qu'on n'y incarne pas un plongeur, mais un submersible de recherche sous-marine, un rover. Le but est de manœuvrer le robot et d'accomplir des missions de recherche comme échantillonner des trucs ou analyser certains animaux. Le jeu est sorti en alpha l'hiver dernier et est développé par un seul gars, et il y a clairement du potentiel. Et le dernier en date des jeux de plongée, que j'ai pas inclus dans ma chronologie, Death in the Water 2 en 2023, suite d'un oublié Death in the Water 1 en 2019, des FPS dans lequel on recherche des trésors et tire sur un peu tout ce qui bouge avec un fusil harpon. Il y a du danger, il y a des boss, et surtout une ambiance pesante qui fait stresser. Donc bon, il a connu son petit succès. Et voilà, c'est fait. Tous les jeux de plongée, plus ou moins majeurs, qui existent en date. C'est une liste non exhaustive et il y en a sûrement plein d'autres. Et s'il y en a qui vous viennent en tête, bah écrivez-le en commentaire. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh ben que les gens aiment bien plonger et les jeux qui permettent de le faire. Et si au début ils étaient très simples et sommaires, au fil des ans, et notamment après les années 2000, les jeux de plongée ont gagné en popularité et il arrive de temps en temps qu'un jeu de plongée sorte. Que ce soit un jeu qui montre le côté fascinant ou effrayant de l'océan, il y a des chances qu'il soit très bon. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Pour l'avenir, je veux dire. Eh ben, Beyond Blue a pas l'air d'avoir laissé du terrain propice pour une suite. Subnautica peut encore se renouveler, mais ça va pas être très simple. Subrov ainsi que pas mal d'autres jeux de plongée vont continuer leur développement et malheureusement tomber dans les abysses de Steam. Arika rebosse pour Capcom sur Tekken 7 et 8 et sont toujours en partenariat avec Nintendo sur certains projets. Donc, même si chance très infime, on retrouvera pas Needless Ocean 3 de sitôt. Même si Nintendo va commencer à se pencher sur les jeux Wii dans les années qui viennent, et que parfois ils ressuscitent des licences de nulle part. Donc bon, il y a toujours le minuscule espoir. Le plus prometteur de la vidéo, c'est Giant Squid Studio, qui a récemment annoncé Sword of the Sea, que je surnommerai facilement Tony Hawk Abzu Journey, puisqu'il reprend des éléments des deux jeux, et qu'on peut y faire du surf sur l'épée, tout en purifiant des trucs. Vraiment pas mal, je suis assez intrigué. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec les pouces bleus et les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve une prochaine fois, toujours en haute mer. Mais cette fois-ci, il y a bien plus longtemps que les années 80. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages. Hop hop hop, petite annonce avant de finir. Je serai présent au festival de Paléopolis à Ghana les 10 et 11 août. Je serai avec des copains et je participerai à des tables rondes et animerai une petite activité. Donc si vous voulez savoir à qui appartient cette paire de schlapp, essayez de passer me voir si vous le pouvez. Voilà, salut!